c'est un direct un peu plus sympathique, hein. Aujourd'hui, on va faire une petite lecture, donc voilà, c'est un spécial confinement. On a devant nous, donc si tout le monde a bien donc les deux liens que j'ai mis au tout début, donc c'est des extraits en fait du livre principal, hein, on va dire, de Friedrich List, qui s'appelle Système national d'économie politique. Et pour ceux qui... Alors justement, donc j'ai dit qu'il y avait un petit sondage, je ne sais pas si vous le voyez ou quoi, mais il y a un petit sondage que j'ai créé qui dit connaissez-vous Friedrich List? Donc vous pouvez répondre oui, non, peut-être. Voilà, j'ai vu qu'il y a déjà des gens vaguement. Alors j'ai deux vaguement, trois oui, un non. Pour l'instant. Très bien. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, ça va devenir un petit peu plus clair. Pour commencer, on va essayer de se familiariser un peu avec Monsieur List. Donc Monsieur List est né en 1789, donc en août 1789 en Allemagne. Et donc voilà, il arrive en plein dans la période révolutionnaire française, quoi, et toutes les guerres napoléoniennes qui se sont succédées ensuite. Donc il vit un peu dans cet entre-deux, en fait à la fois révolutionnaire et en même temps contre-révolutionnaire. Alors dans sa vie, qu'est-ce qu'il a? Il a étudié les thèses d'Adam Smith, hein, en tant qu'économiste. Donc Adam Smith qui était le partisan anglais donc du libre-échange, qui avait sorti sa thèse en 1776, donc l'année de la Révolution américaine, pour contrer en fait les velléités protectionnistes des Américains à l'époque, et pour essayer aussi d'influencer les Européens sur cette doctrine. Alors Friedrich List, lui, donc il étudie les thèses d'Adam Smith et dit oui, c'est vrai, c'est bien, c'est beau, voilà, tout le monde est libre, voilà, il n'y a pas de frontières, on est beau, on est gentil, voilà, vive la liberté. Donc au début, il est dans le livre, voilà, vive la liberté, c'est bien, c'est noble et tout ça. Et puis il commence à se rendre compte, en fait, il étudie l'histoire. Hein, d'ailleurs, on va avoir un extrait là, bientôt sur l'histoire des Anglais, mais bon, en fait, il a fait l'histoire de tous on va dire, les peuples européens, disons, principaux, pour essayer de voir, est-ce que ils ont appliqué le libre-échange finalement? Est-ce que c'est ça qui les a portés vers la richesse? Et en fait, tous les peuples qu'il étudie, alors il étudie les ancéates, c'est-à-dire les anciens... les ancêtres, on va dire, des Pays-Bas, hein, donc les Anglais évidemment, les Français, les Italiens, les Allemands, etc. Donc il étudie tout un tas de peuples comme ça, et il se rend compte qu'en fait, pour la plupart, même quasiment 99% des cas, c'est quand ils ont appliqué des mesures protectionnistes qu'ils ont, qu'ils ont eu une richesse qui s'est accrue. Alors là, il commence à dire, oula, c'est un petit paradoxe quand même. Disons, si évidemment la théorie ne se vérifie pas dans la pratique, à quoi bon continuer à aborder cette théorie, hein? Et il y a une citation qui dit... non, bon, je vous la citerai plus tard. Mais en tout cas, voilà, il dit que c'est bizarre d'avoir un aussi grand fossé entre la théorie et la pratique. Donc c'est assez intéressant aussi pour nous aujourd'hui, puisqu'on est dans un système de mondialisation financière avec un libre-échange exacerbé, sans trop de contraintes, et du coup on se demande pourquoi est-ce que face à une crise comme le Covid-19, hein, on en a parlé hier soir dans le direct, mais pourquoi on est aussi atteint, hein, d'une certaine manière, alors que c'était censé être un système qui fonctionne parfaitement. Donc ça, on va se poser la question après, à la lecture, à la lumière de ce qu'on aura lu. Donc bonjour à ceux qui sont arrivés aussi, hein, voilà, Rémi, Marc-Olivier, Rob, et puis tous les autres. Donc, comme je disais sur cette question, alors il y a un truc que Friedrich List a fait qui est, on va dire, celui pour lequel il est le plus connu, c'est l'union douanière allemande. C'est-à-dire qu'avant, l'Allemagne
était divisé en plein de petits comtés et chacun avait ses propres lois de douane. Alors il y a une citation à un moment, il a écrit quand même, il y avait une pétition pour arrêter ce massacre en fait, parce que les Anglais commençaient à vraiment voilà, frapper fort, et du coup l'Allemagne n'étant pas unie, on va dire industriellement, bah, il risquait de perdre finalement beaucoup de parts de marché, etc. Alors il dit dans sa pétition: en vérité, tandis que les autres nations cultivent les sciences et les arts, par où le commerce et l'industrie prennent leur essor, le négociant et le fabricant allemand doivent aujourd'hui consacrer une grande partie de leur temps à l'étude des tarifs de douane et des péages. Donc, voilà aussi pourquoi, à un moment, il est pour le libre-échange, on va dire, au niveau national. Donc, c'est-à-dire qu'il pense que au niveau national, quand il y a une cohérence nationale, on doit appliquer le libre-échange. Hein, et que ensuite, c'est une question nationale de voir comment on gère, on va dire, les disparités industrielles. Mais en tout cas, il y a une politique de libre-échange qui doit être faite, parce qu'on est à un niveau, en fait, à cette époque-là, de la nation, et pas juste en fait des petits comtés, chacun, voilà, ou les régions. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'Europe des régions comme si c'était... Bon, bah déjà, Friedrich List disait que c'était pas du tout la bonne échelle, déjà à son époque, hein, donc au 19e siècle. Il pensait que l'échelle, c'était la nation, voilà, où il y avait, disons, un libre-échange à l'intérieur, mais par contre, à l'extérieur, il fallait une certaine dose de protectionnisme. D'accord. Donc il est connu, Friedrich List, quand il est connu, c'est-à-dire quand il est vraiment étudié dans les écoles d'économie, ce qui est très rarement le cas en fait. Hein. Donc on le résume un peu à cette idée du protectionnisme éducateur, où en gros on dit, voilà, il est pour le protectionnisme au tout début de la naissance des industries, voilà, pour éduquer, donc c'est-à-dire protéger au départ les industries pour qu'elles se développent, et ensuite les laisser on va dire, perdurer par leurs propres moyens. Donc c'est vrai, hein, il est pour ça, mais c'est pas, en fait, on va dire, si on le résume à ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on a énormément de choses qu'il a amené en fait sur la conception qu'on nous on appellerait l'économie physique, c'est-à-dire la question de comment, d'où vient réellement la richesse produite, d'où vient quelle est la cause de la richesse. Pour ceux qui savent, en tout cas Adam Smith avait fait un livre, hein, sur l'origine et les causes de la richesse des nations. Bon, Friedrich List, il a dit, lui, il n'a rien compris à qu'est-ce que c'était la cause, en fait. Hein. Il a pris les conséquences pour la cause. Donc voilà, c'est vraiment dans ce débat-là que arrive Friedrich List, à un moment où beaucoup de gens se posent la question du rôle de la nation pour protéger l'économie, pour la faire se développer. Alors, il y a un troisième truc qui est intéressant chez Friedrich List, c'est qu'il a voyagé en France, donc en Allemagne évidemment, mais en France aussi, où il a écrit énormément de choses en français, dont un qui s'appelle Le Monde est en marche, donc rien à voir avec Macron, hein. Donc Le Monde en marche, où il explique disons, l'importance fondamentale du rôle des chemins de fer pour la productivité physique de l'économie. Donc où il dit, si on n'a pas de chemin de fer au 19e siècle, c'est qu'on est vraiment des idiots et qu'on n'aura pas une économie moderne. Donc il explique tout ce que ça implique, pas seulement pour l'économie, mais aussi pour les échanges intellectuels, la science, la mécanique, etc. Enfin tout ce que ça implique, on va dire, de faire ces chemins de fer. Et en France, on a heureusement des gens qui ont un peu écouté Friedrich List, donc c'est pour ça qu'on a eu tout un développement des chemins de fer dans ces époques-là. Et ensuite, Friedrich List est allé aux États-Unis, où il a beaucoup inspiré en fait, il s'est inspiré des thèses de Alexander Hamilton, donc le père de l'économie politique américaine, qui était déjà un peu protectionniste et qui parlait d'établir des manufactures sur le territoire américain, ce qui n'était pas autorisé par les Anglais. Hein. Et donc il s'inspire d'Alexander Hamilton, et à son tour, List, en amenant ses propres idées, va inspirer d'autres Américains, notamment Henry Carey,
qui est devenu donc l'économiste en chef de Lincoln. D'accord, donc et Lincoln qui aura fait ensuite disons le transcontinental, donc tous les chemins de fer, la politique de développement infrastructurel et industriel. Donc on voit voilà, qu'il y a disons on va dire une école de pensée en fait qui est totalement absente hein, des études des études en économie. Donc voilà, on étudie que du Hayek, Smith, Ricardo, etc. Marx, de temps en temps. Alors il faut savoir que Marx connaissait Friedrich List, hein, mais en gros il voulait pas trop en parler parce que après tout List c'était juste un capitaliste de plus, hein. Et donc voilà, et il n'avait pas compris en fait que List était l'ennemi juré en fait du capitalisme impérialiste qui était celui de l'Empire britannique de l'époque et d'autres. Donc voilà, c'est assez intéressant de se dire déjà que voilà, il y a tout un disons un courant de pensée économique qui a été mis de côté fondamentalement et dont personne ne connaît vraiment les écrits. Alors évidemment, personne ne connaît les écrits d'Adam Smith non plus, hein. Personne n'est allé regarder. Voilà, il y en a peu qui ont lu même Keynes ou Marx ou quoi, hein. Donc moi-même, j'ai pas lu l'entièreté de tous leurs écrits, hein. Donc on voit que en général, on connaît beaucoup de choses par des on-dit et on connaît pas beaucoup par la lecture des textes eux-mêmes. Donc là, on va essayer de rattraper ce retard en lisant dans le texte donc Friedrich List. Alors j'ai sélectionné pour vous, je ne sais pas combien de temps ça va prendre la lecture, j'ai pas fait de test, mais j'ai sélectionné pour vous 2 passages. Donc je répète, hein, les liens sont mis au tout début des commentaires. Donc vous remontez les commentaires et normalement il y a 2 liens. Si jamais vous les trouvez pas, vous me le dites. Donc ça va vers une version wiki source du texte et le premier c'est dans le chapitre Histoire. Donc comme je vous ai dit, il raconte beaucoup l'histoire des peuples et dans le chapitre 4 il parle des Anglais. Voilà, donc il a parlé avant des Hanséates, des Hollandais, etc. Et il parle ensuite des Anglais. C'est super intéressant les Anglais parce que c'est un paradoxe total. Et c'est ça qui va lui mettre à un moment la puce à l'oreille à List. C'est quand il va étudier vraiment l'histoire anglaise. Et le deuxième passage, c'est sur sa théorie. Donc sur la théorie des forces productives, qui est en fait la chose pour laquelle il faudrait connaître List, pas juste le protectionnisme, mais en fait la théorie des forces productives, parce qu'elle est déterminante dans le fait dans sa pensée, et c'est elle qui va déterminer en fait si on va libéraliser ou protéger. En fait, c'est pas du tout le protectionnisme en tant que tel ou le libéralisme en tant que tel. On va voir qu'il y a voilà. Alors donc bonjour Flo. Et bonjour aussi Antoine qui est arrivé, et puis voilà, tous les autres qui ne se manifestent pas. Si tout le monde est prêt, alors je sais pas si tout le monde est prêt, ça doit être dur de savoir. Je vais quand même pas faire un sondage pour savoir si tout le monde est prêt. Mais voilà, donc pour accéder en fait au chapitre 4, quand vous êtes sur le lien de Système national d'économie politique / l'histoire, vous faites une recherche de mots-clés, vous allez sur chapitre 4 en chiffres romains, donc IV, et normalement vous devriez tomber sur chapitre 4, les Anglais. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a une difficulté, en tout cas on va fonctionner comme ça, c'est que si quelqu'un a un problème, il me le dit. Voilà. Alors, merci pour le commentaire Arnaud, effectivement, hein. Les Adam Smith, Keynes, Ricardo, Jean-Baptiste Say, voilà, c'est à peu près les seuls qu'on étudie, hein, de prime abord. Alors moi je pense que là les extraits que je vais vous lire, évidemment, c'est
c'est une partie infime du bouquin. Je vous recommande chaudement en fait de le lire ensuite en entier, de le dévorer parce que c'est vraiment, disons, fondamental pour, pour envisager un monde, un nouveau monde, là, un nouveau système financier monétaire international, une nouvelle type d'économie après ce coronavirus. Et même pendant. Donc voilà, c'est vraiment la base et c'est ce que Solidarité et Progrès on a développé assez tôt comme base, on va dire, de base de pensée et qui permet aussi de comprendre ensuite Lyndon LaRouche beaucoup plus simplement. Voilà. L'autre qui est à lire aussi, c'est Alexander Hamilton, mais on fera peut-être une lecture là-dessus plus tard. Donc voilà, on va commencer. Alors, donc, c'est le chapitre 4 qui s'appelle Les Anglais. Et il y a des fois où je vais sauter quelques chapitres, quelques paragraphes, pardon, pour se concentrer sur certains endroits. Alors là, on va commencer on va juste noter qu'en tout cas, l'histoire anglaise, donc comme il rapporte List, c'est que elle a été beaucoup basée au départ, enfin disons dans les 13e, 14e siècles, etc., sur le développement du bétail et de la fabrication des laines. Donc, c'est-à-dire que progressivement, ils avaient beaucoup de moutons, c'est connu quand même, les moutons en Angleterre. Donc, ils développaient beaucoup de moutons, et ensuite, ils ont commencé, avec Élisabeth Ier, etc., à vouloir produire eux-mêmes leur laine, et du coup, ils ont décidé de mettre des manufactures chez eux pour filer la laine. Et ça a été une de leurs plus grandes, avancées industrielles. Et après, tout autour de ça, évidemment, il y a eu d'autres types de textiles, mais en tout cas, voilà, c'est une des... Alors pourquoi la laine ? Parce que, en fait, il faut bien se vêtir, partout. Et en fait, bizarrement, à l'époque, le textile, c'était vraiment un des secteurs majeurs en fait de l'économie, On n'avait pas encore, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout un tas de domaines aussi industriels aussi importants qu'aujourd'hui. Donc le textile, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, je vais commencer à partir du 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe en gros, où ça commence par « On trouve dans l'histoire d'Angleterre de Hume de très intéressantes données sur l'agriculture anglaise au commencement du XIVe siècle. » Donc voilà, si tout le monde a trouvé, bon, personne n'a l'air d'être perdu. Donc, je vous lis tout ça. Alors, on trouve dans l'histoire d'Angleterre de Hume de très intéressantes données sur l'agriculture anglaise au commencement du XIVe siècle. En 1327, Lord Spencer comptait sur 63 domaines 28 000 moutons, 1000 bœufs, 1200 vaches, 560 chevaux et 2000 porcs, soit par domaine environ 450 moutons, 35 bêtes à cornes, 9 chevaux et 32 porcs. Donc c'est très très précis, Là on a une idée très claire. On voit quelle proportion favorable le nombre des moutons présente déjà comparativement à celui des autres espèces d'animaux. Les gros profits que l'aristocratie anglaise retirait de l'élève des moutons, l'élevage, lui donnèrent du goût pour l'industrie et pour les perfectionnements agricoles, à une époque où, dans la plupart des pays du continent, la noblesse ne connaissait pas de meilleur emploi de ses propriétés que l'entretien d'un grand nombre de bêtes fauves, ni de plus glorieuse occupation que celle de nuire aux villes et à leur commerce par toutes sortes d'actes hostiles. Voilà, oui, il s'amusait quand même un petit peu avec des actes hostiles. Les troupeaux de moutons devinrent alors si nombreux, comme on l'a vu récemment en Hongrie, que sur beaucoup de propriétés, on comptait de 10 000 à 94 000 têtes. Dans un tel état de choses, la fabrication des laines, qui déjà sous les règnes précédents avait accompli de notables progrès, ne put manquer d'atteindre promptement un haut degré de prospérité sous l'influence des mesures prises par la reine Élisabeth. Je saute le paragraphe dans la mémoire nanana pour aller à celui d'après. Pour donner une idée exacte et complète de ces résultats de la politique commerciale anglaise, on doit remarquer qu'avant le grand essor qu'ont pris dans ces derniers temps les industries du lin, du coton, de la soie et du fer, la fabrication du drap
offrait le moyen d'échange le plus important de beaucoup, tant avec tous les pays d'Europe et particulièrement de l'Europe du Nord, qu'avec le Levant et les Indes orientales et occidentales. Bon, le Levant, c'est bien sûr l'Asie de l'Est. Alors attendez, juste je me reconfigure pour pouvoir vous voir en même temps que je lis, parce que là, sinon je ne vois pas. Voilou. Donc toujours pas de commentaires, je continue. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment le passage en fait entre donc d'abord les draps de laine, et ensuite vous voyez qu'ils ont fait le lin, le coton, la soie, le fer. Donc voilà, ils ont commencé à développer des industries à partir de ça. On peut en juger par ce fait que dès le temps de Jacques Ier, donc Jacques Ier c'est 1600 et quelques, les articles en laine entraient pour les 9 dixièmes hein, dans l'ensemble des exportations anglaises. Vous voyez ? Cette industrie fournit à l'Angleterre les moyens de supplanter les Hanséates sur les marchés de la Russie, de la Suède, de la Norvège et du Danemark, et d'attirer à elle la meilleure part du commerce du Levant et des deux Indes. Ce fut elle qui développa l'exploitation du charbon de terre. Donc, le charbon de terre, c'est fait à partir du bois qu'on met sous qu'on met sous cloche, on va dire, pour qu'il n'y ait pas d'oxygène dedans, et on y met le feu, et donc il y a une combustion sans oxygène du bois, et ça donne du charbon de terre. Ah non, ça c'est le charbon de bois. Putain, je suis con, moi. Excusez-moi. En fait, non. Le charbon de terre, c'est justement pas le charbon de bois. C'est le charbon qu'on connaît. Le charbon de charbon. Excusez-moi. De là, un cabotage considérable et une pêche active, ces deux bases de la puissance maritime qui rendirent l'acte de navigation possible et fondèrent ainsi la suprématie navale du pays. Donc l'acte de navigation, c'est important, c'est un acte que les Anglais ont mis en place unilatéralement, qui justement, alors bon, je ne connais pas les détails, mais en tout cas l'idée c'était que c'était un protectionnisme par rapport aux navires anglais, et donc que toute personne qui devait aller en Angleterre devait être de pavillon anglais ou un truc comme ça. Enfin bon, il y avait beaucoup de restrictions pour tous les autres, et des droits de douane aussi pour les navires qui avaient un pavillon autre que anglais. D'accord ? Donc protectionnisme, un petit peu quand même. Donc voilà, qui rendra possible la suprématie navale du pays. Autour d'elle s'élevèrent toutes les autres branches de fabrication, comme autour d'un tronc commun. Ça c'est important hein, de dire qu'il y a, on va dire, une base qui est la laine, et puis le traité de navigation, donc, qui permet de renforcer la navigation. Et voilà, autour de ça, qui est un tronc renforcé, on va bâtir progressivement une puissance industrielle. C'est ainsi qu'elle fut le principe de la grandeur industrielle, commerciale et maritime de l'Angleterre. Cependant, les autres branches d'industrie n'étaient point négligées. Déjà, sous le règne d'Élisabeth, l'importation des métaux, des cuirs ouvrés, c'est-à-dire ouvragés quoi, qu'on a travaillé, et d'une multitude, donc l'importation et d'une multitude d'autres objets fabriqués avait été interdite, en même temps que l'immigration de mineurs et de forgerons allemands avait été encouragée. Donc ils importaient la main-d'œuvre qualifiée, mais ils n'importaient pas les matières premières, les objets fabriqués. Auparavant, on achetait des navires en séate ou on faisait construire dans les ports de la Baltique. Élisabeth, à l'aide de restrictions et d'encouragements, introduisit dans le pays l'art de la construction. Donc là, on parle bien des Anglais, hein. Je préfère préciser. Le bois nécessaire à cet effet s'importa des États du Nord-Est, ce qui accrut énormément les envois de l'Angleterre dans ces pays. On avait appris des Hollandais à pêcher le hareng, des Basques à pêcher la baleine, et l'on avait stimulé l'une et l'autre pêche au moyen de primes. Donc voilà, on reproche aux Chinois de nous copier, mais par contre, à l'époque, on copiait tout le monde, quoi. Hein. Jacques Ier eut particulièrement à cœur le développement de la construction navale et des pêcheries. Quelque ridicules que puissent nous paraître les infatigables exhortations à manger du poisson que ce roi adressait à ces sujets, nous devons rendre cette justice qu'il avait compris de quoi dépendait l'avenir du peuple anglais. L'immigration des fabricants chassés de Belgique et de France par Philippe II et par Louis XIV, donc, notamment avec l'édit de Nantes,
ajouta immensément à l'habileté industrielle et au capital manufacturier de l'Angleterre. Elle leur doit ses fabriques de tissus de laine fin. Ses progrès dans la chapellerie, dans la verrerie, dans la papeterie, dans l'horlogerie, dans l'industrie du lin et dans celle de la soie et une partie de ses usines métallurgiques. Toutes ces branches de travail, elle sut les faire fleurir promptement au moyen de prohibitions ou de droits de douane élevés. Cette île emprunta à tous les pays du continent leurs arts particuliers et les acclimata chez elle sous l'abri de son système douanier. Il fallut que Venise, entre autres industries de luxe, lui cédât celle du cristal et la Perse elle-même celle des tapis. Une fois en possession d'une industrie, elle l'entourait pendant des siècles de sa sollicitude, comme un jeune arbre qui a besoin d'appui et de soins. Celui qui ignore qu'à force de labeur, d'adresse et d'économie, une industrie devient avantageuse avec le temps, et que dans un pays suffisamment avancé dans son agriculture et dans sa civilisation générale, de nouvelles fabriques, convenablement protégées, quelque imparfaits, quelque coûteux que soient au commencement leurs produits, peuvent, à l'aide de l'expérience et de la concurrence du dedans, égaler sous tous les rapports les fabriques anciennes de l'étranger. Là, on commence à voir poindre quand même le principe sous-jacent de tout ça. Celui qui ne sait pas que la prospérité d'une fabrication spéciale est subordonnée à celle d'un grand nombre d'autres, et qui ne comprend pas à quel point une nation peut développer ses forces productives quand elle veille sans relâche à ce que chaque génération poursuive l'œuvre du progrès industriel en la prenant là où la génération précédente l'a laissée, celui-là doit commencer par étudier l'histoire de l'industrie anglaise avant de se mettre à bâtir des systèmes et à donner des conseils aux hommes d'État qui ont les destinées des peuples entre les mains. Voilà. Donc, avis à tous ceux qui veulent parler à Emmanuel Macron. Sous Georges Ier, donc c'est un peu plus tard, oui, ça doit être 1650, 700, moi j'ai plus, par là. Sous Georges Ier, les hommes d'État de l'Angleterre étaient depuis longtemps édifiés sur les fondements de la grandeur du pays. Les ministres de ce roi, 1720, vous voyez, les ministres de ce roi lui firent prononcer ces paroles lors de l'ouverture du Parlement de 1721. Là, c'est le roi qui parle. Hein. Il est évident que rien ne contribue autant au développement de la prospérité publique que l'exportation des objets manufacturés et l'importation des matières brutes. Donc, je répète, exportation des objets manufacturés, c'est-à-dire qu'elle est industrialisée, quoi, et l'importation des matières brutes. Donc, les matières premières, voilà, le métal, le bois, même d'autres styles. Donc, ça, c'est important à retenir. Je pense que c'est la base, on va dire, de la cause de la prospérité. Donc, tel était depuis des siècles le principe dirigeant de la politique commerciale de l'Angleterre. Telle avait été précédemment celle de Venise. Et oui. C'est aujourd'hui encore comme au temps de la reine Élisabeth. Les fruits que ce principe a portés sont visibles pour tous. Les théoriciens ont prétendu depuis que l'Angleterre était devenue riche et puissante, non à cause mais en dépit de sa politique commerciale. On pourrait soutenir tout aussi bien qu'un arbre est devenu fort et fertile, non à cause mais en dépit des étais qui l'ont soutenu dans ses premières années. Voilà, on peut dire n'importe quoi en fait. Hein. Quand on fait fi de l'expérience et des faits, on peut dire n'importe quoi. L'histoire de l'Angleterre nous montre aussi le rapport intime qui existe entre la politique générale et l'économie politique. Évidemment, l'établissement de fabriques en Angleterre et l'accroissement de population qui s'ensuivit déterminèrent une forte demande de poissons salés et de charbon de terre, ce qui exigea l'emploi d'une plus grande quantité de bâtiments à la pêche et au cabotage. La pêche et le cabotage étaient entre les mains des Hollandais. Encouragés par des droits élevés et par des primes, les Anglais, à leur tour, s'adonnèrent à la pêche et l'acte de navigation leur assura le transport du charbon et les transports maritimes en général. La marine commerciale de l'Angleterre augmenta et ses forces navales prirent une extension proportionnée, ce qui l'a mis en mesure de tenir tête aux flottes hollandaises. Peu après la promulgation de l'acte de navigation, éclata entre l'Angleterre et la Hollande une guerre maritime. Bon, c'est pas étonnant, les mecs, ils étaient un peu vexés. Dans laquelle le commerce des Hollandais avec les pays de l'autre côté du canal, donc de la Manche,
fut presque complètement interrompue et leur navigation dans la mer du Nord et dans la mer Baltique à peu près anéantie par les corsaires anglais. Hume, ouais, donc en termes de commerce quand même les Anglais ils sont pas gentils hein. Donc libre échange d'accord mais alors attends il y a un petit commentaire et là on voit la perversion du langage et une révision de l'histoire. Bah oui c'est marrant hein. C'est marrant il suffit de lire hein, d'une certaine manière ce qui se disait et on comprend tout de suite l'hypocrisie actuelle hein. Hume évalue à 1600 le nombre des bâtiments hollandais tombés entre les mains des Anglais. Et Davenant assure dans son ouvrage sur les revenus publics que 20 ans après la publication de l'acte de navigation, la marine marchande de l'Angleterre avait doublé. Voilà. Donc, bon après voilà, il donne les conséquences d'un acte de navigation. Donc voilà, tout s'est bien développé, etc. Alors il y a le 5e point qui est intéressant. C'est donc la conclusion en 1703. Donc c'était un autre acte. Il y avait l'acte de navigation, mais il y avait aussi un autre acte qui est avec le Portugal, le traité de Methuen. Par ce traité, les Hollandais et les Allemands perdirent entièrement un commerce étendu avec le Portugal et ses colonies. On va voir après hein, qu'est-ce que c'est. Le Portugal fut complètement asservi à l'Angleterre, et l'Angleterre fut en mesure, avec l'or et l'argent que lui procurait son commerce avec cette contrée, d'accroître immensément ses relations avec les Indes orientales et la Chine, de fonder plus tard son vaste empire de l'Inde et d'expulser les Hollandais de leur principale position. Parce qu'évidemment, le Portugal, à l'époque, il ramenait beaucoup d'or des colonies sur un peu partout autour de la planète, et voilà. Donc c'est important de... Alors, comment ils s'y sont pris, donc les Anglais, pour mettre à genoux le Portugal sans qu'ils s'en rendent compte. D'ailleurs, ça c'est dans la théorie de Ricardo, hein, qui vient après Adam Smith et donc qui est avant, je pense, un petit peu avant ou pendant List. Donc parce que c'est cette idée de l'avantage comparatif, hein, c'est que chaque pays doit se spécialiser dans un truc qu'il est facile pour lui de produire. Et donc Ricardo prend toujours cet exemple fameux où il dit les Portugais savaient faire du vin et donc on leur a dit faites du vin, et les Anglais on savait faire des draps de laine, alors on faisait des draps de laine et on échangeait. Voilà, c'est l'avantage comparatif. Voilà. Bon, le problème c'est que le Portugal est resté du coup une nation agricole au lieu de s'industrialiser, et que les Anglais eux ils ont progressé et ils ont pris le dessus en fait partout dans le monde entier après. Donc c'est intéressant cet avantage comparatif. Hein. Donc voilà, le paragraphe qui dit ces deux dernières conséquences, donc notamment la dernière, se tiennent de très près. L'art avec lequel les Anglais surent se faire du Portugal et de l'Inde les instruments de leur grandeur est particulièrement digne d'attention. Le Portugal et l'Espagne n'avaient guère à offrir que des métaux précieux. Indépendamment des draps, c'était surtout des métaux précieux que demandait l'Orient. Jusque-là, tout allait bien. Mais l'Orient n'avait guère à vendre que des étoffes de coton et de soie, ce qui ne s'ajustait pas avec la règle précitée des ministres anglais, de n'importer que des matières brutes et de n'exporter que des produits fabriqués. Que firent-ils donc ? Se contentèrent-ils des profits que leur promettait d'une part le commerce des draps avec le Portugal, de l'autre le commerce des tissus de soie et de coton avec les Indes orientales ? Nullement. Les ministres anglais avaient la vue plus longue. S'ils avaient permis en Angleterre la libre importation des tissus de coton et de soie de l'Inde, alors les fabriques anglaises de tissus de coton et de soie se seraient immédiatement arrêtées. L'Inde avait pour elle non seulement le bas prix de la matière première et de la main-d'œuvre, mais encore une longue pratique et une dextérité traditionnelle. Sous le règne de la concurrence, libre et non faussée, l'avantage lui était assuré, à l'Inde. Mais l'Angleterre ne voulait pas fonder des établissements en Asie pour tomber sous leur joug manufacturier. Elle aspirait à la domination commerciale, et elle comprenait que de deux pays qui trafiquent librement l'un avec l'autre, celui qui vend des produits fabriqués domine, tandis que celui qui ne peut offrir que des produits agricoles obéit.
Déjà, à l'égard de ses colonies de l'Amérique du Nord, l'Angleterre avait pris pour maxime de ne pas y laisser fabriquer une tête de clou, encore moins de laisser entrer chez elle une tête de clou qui aurait été fabriquée dans ses colonies. Comment eût-elle pu livrer à un peuple aussi heureusement doué? Oui, parce que juste les têtes de clous, quand même, c'est fait avec du fer et tout, c'est pas évident. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est normal d'avoir des clous, mais c'était pas évident à l'époque. Alors, comment eût-elle pu livrer à un peuple aussi heureusement doué par une industrie séculaire, à un peuple aussi nombreux et aussi frugal que les hindous, sa consommation intérieure, le fondement de sa grandeur à venir? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Eh bien, tout simplement, l'Angleterre prohiba donc les articles de ses propres factoreries, parce qu'elle avait des usines en Inde qui fabriquaient des étoffes de soie et de coton. C'est ça le truc. Et donc, elle a prohibé les articles de ses propres factoreries, propres usines, qui fabriquaient les étoffes de soie des Indes orientales. Elle les prohiba absolument et sous des peines sévères. Elle ne voulut pas consommer un seul fil de l'Inde. Elle repoussa ces produits si beaux et à si bon marché. Elle préféra se servir des tissus mauvais et chers qu'elle avait fabriqués elle-même. Elle vendit à bas prix aux pays du continent, donc l'Europe, hein, l'Europe à 26, aux pays du continent les étoffes bien supérieures de l'Orient. Donc voilà, ils fabriquent en Inde pour les vendre en Europe. Mais par contre, eux, ils n'achètent pas du tout les tissus issus de l'Inde. Donc elle leur laissa tout l'avantage de ce bon marché, et pour elle-même, elle n'en voulut pas. En cela, l'Angleterre a-t-elle agi follement? Oui, d'après Adam Smith et Jean-Baptiste Say, d'après la théorie des valeurs. Car en vertu de cette théorie, devant acheter des marchandises qui lui étaient nécessaires, là où elle les trouvait au meilleur marché et de meilleure qualité, elle était insensée de les fabriquer elle-même plus chèrement qu'elle n'eût pu les acheter, et de faire, pour ainsi dire, un cadeau au continent. Eh oui, acheter pas cher, revendre plus cher, normalement c'est la devise de Adam Smith, c'est la devise des Anglais. Non, c'est la devise que les Anglais veulent que vous pensiez que c'est la devise, pour que vous l'appliquiez à vous-même. Voilà, donc là on est en plein dans la chose. Il y a le dernier paragraphe que je lirai là sur ça. Il en est autrement suivant notre théorie, donc celle de List, que nous appelons la théorie des forces productives, et à laquelle les ministres anglais obéissaient sans l'avoir approfondie quand ils pratiquaient cette maxime: acheter des produits bruts, vendre des produits fabriqués. Les ministres anglais songeaient non pas à obtenir à bas prix des marchandises périssables, mais à acquérir avec des sacrifices une puissance manufacturière durable. Donc là, on est dans le cœur en fait de la théorie de Friedrich List. Voilà. J'avais d'autres extraits, mais déjà, je voulais vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que là, vous voyez, on a mis une demi-heure. Hein. Déjà, rien que si on prenait une demi-heure dans toutes les écoles d'économie pour lire ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui commenceraient à se poser de sérieuses questions sur le monde dans lequel ils vivent. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mes chers auditeurs, auditrices. Voilà. Sinon, je reprends le sondage. Donc, il y avait 8 personnes qui ne connaissaient pas Friedrich List et 5 vaguement. J'imagine que maintenant, vous êtes un peu plus familiarisés déjà. Alors, Ferdinand Pécora. J'ai pas compris pourquoi les Anglais se sont auto-arnaqués. Non, ils se sont pas... En fait, ils ont juste accepté pendant un temps de ne pas acheter donc les produits effectivement des manufactures anglaises en Inde, qui étaient en Inde, et au lieu de les vendre en Angleterre, ils les ont vendus aux Européens du continent. Donc ils se sont pas arnaqués, puisqu'ils les ont quand même vendus en fait, hein, leur tissu. Donc non, ils se sont pas arnaqués. Par contre, ils ont accepté que chez eux, ils soient un petit peu plus mal habillés, tu vois, mal vêtus. Pendant un temps, et comme ça ils ont laissé leur manufacture
progresser et vendre, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, ils ont peut-être appris des techniques et ils sont devenus un peu plus forts. Donc, au final, bah, ils ont acquis des compétences qu'ils n'avaient pas. Et au lieu de faire péricliter leurs usines en Angleterre à cause de la concurrence des tissus de l'Inde, eh ben, ils ont dit non, on va garder notre industrie. Donc, voilà, ils sont juste passés dans l'idée que le but, c'était de garder l'industrie. Donc, ils ont dit, bah, comment on fait pour garder l'industrie? Bah, on la protège. Voilà. Et on empêche que d'autres tissus viennent concurrencer en fait nos usines tant qu'on n'est pas vraiment, disons, au niveau. Donc ça, c'est le truc de base. Donc ils ne sont pas arnaqués en fait. Ils ont joué en fait sur les deux tableaux. Déjà, ils vendaient les produits de toute façon de l'Inde. Et en même temps, ils développaient chez eux une industrie puissante. Donc en fait, ils ne sont pas auto-arnaqués, ils ont même gagné 2 fois plus. Donc ils sont vraiment très malins. Et oui, attends, parce qu'il y a aussi le truc sur... oui, sur le... Non, mais on a vu sur le Portugal, mais effectivement, c'est ça qui aussi a été assez important, c'est qu'ils voilà, ils ont importé, on va dire, le vin du Portugal pour envoyer aussi des tissus, et ça a vraiment fortifié l'industrie anglaise, hein, pendant que le Portugal, lui, se périclitait. My tailor is rich. Exact. Et ça a marché pour quelle raison? Bah oui, ça a marché juste parce que en fait les industries continuent à exister, hein. Donc si ton industrie continue à exister, ça veut dire que t'as une dynamique, on va dire, industrielle qui est intéressante, qui peut générer d'autres types d'industries à partir de celle-là, qui fait que des gens qui ont des compétences restent chez toi, tout simplement, au lieu de s'exporter, hein, comme eux, ils ont importé des gens, des immigrants en fait, qui savaient faire des choses avec de la compétence. Donc pareil, eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas que les gens qui avaient de la compétence chez eux se barrent parce qu'il y avait plus de boulot, quoi. Donc ça permet aussi de retenir la main-d'œuvre qualifiée, les ingénieurs, les scientifiques, etc. Donc parce que quand on fait quand même de la laine, il faut quand même se dire, ou du coton ou de la soie, quand on voit les machines à tisser, c'est de la mécanique de haute précision, et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup, beaucoup d'inventivité, de créativité, de recherche, etc. Donc maintenir disons des manufactures sur son territoire, ça veut dire que tu maintiens tout un écosystème de gens, un écosystème humain qui est fondamental pour ton avenir. C'est-à-dire avec des gens qui ont une intelligence, qui ont du savoir-faire, une recherche, etc. Donc c'est ça qui est la raison fondamentale de la réussite. Donc voilà, oui, Julie, effectivement. Ils contrôlaient le commerce. Ils contrôlaient le commerce, oui, d'une certaine manière, puisqu'ils étaient en Inde, ils contrôlaient aussi le commerce venu de l'Inde. Ils avaient beaucoup, du coup, grâce à l'or qu'ils avaient du Portugal, l'or et l'argent, donc ils pouvaient commercer avec la Chine, avec l'Inde, avec tout un tas de pays asiatiques. Donc par rapport à d'autres, oui. Et le traité de navigation, l'acte de navigation, qui était quand même un coup porté en fait à leur principal concurrent, qui étaient les Hollandais. Voilà, alors après il y a Liste aussi qui disait que leur relative disons isolation, puisqu'ils étaient sur une île évidemment, faisait aussi qu'ils avaient échappé à tout un tas de guerres qui s'étaient passées sur le continent européen, notamment les guerres napoléoniennes. Donc on avait bien vu, vous voyez, Napoléon avait fait un blocus continental, mais en fait ça n'avait pas franchement marché, puisqu'il y avait de la contrebande dans tous les sens. Et en fait, vu que Napoléon détruisait tous les pays par lesquels il passait, en fait, l'économie, on va dire, industrielle européenne était vraiment mal en point pour concurrencer l'économie anglaise. Donc en fait, les Anglais, ils ont le plus prospéré, c'était sous Napoléon, hein. Donc voilà. Pourquoi le Portugal ne vendait pas les étoffes indiennes? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas propriétaires des usines en Inde, hein.
tout simplement. Alors Didier, donc, bonjour Didier. Comment les Anglais ont réussi à imposer aux autres pays, hors colonie, leur système économique? Et ça, c'est une très bonne question. En fait, comme je disais, là, Napoléon, il n'était pas franchement partisan du système anglais au début. Hein. C'est pour ça qu'il voulait un protectionnisme. Lui voulait un protectionnisme européen. Certains diront, les mauvaises langues diront qu'il était pour la souveraineté européenne. Je pense que effectivement, et on a vu que bon, si on détruit l'Europe de l'intérieur, comme ce qui est fait aujourd'hui, tout en promouvant le souveraineté européenne, avec des protectionnismes, des barrières, en fait, ça ne fonctionne pas au bout d'un moment. Et notamment, appliquer le libre-échange à l'intérieur de l'Europe à ce moment-là, c'était sûrement une erreur fondamentale. En fait, ils ont réussi à imposer leur système assez durement, en fait, hein, mais c'est juste par la voie de l'idéologie, parce qu'en fait, beaucoup de gens sur le continent européen, les Allemands, même les Français, d'une certaine manière, on n'a jamais, en fait, vraiment adhéré à ce système du libre-échange, à part à l'intérieur de nos frontières. Donc, avec des systèmes unifiés de douane, en fait, hein, pour qu'il n'y ait pas des douanes à chaque coin de rue, quoi. Donc ça, nous, on a fait du libre-échange intérieur, national, oui, ça c'est sûr, mais après, on faisait beaucoup de protection quand même. Et toute la question des chemins de fer, qui a été fondamentale, et en Allemagne aussi, la question juste de la mécanisation, en fait, hein, de l'industrie, ça a été quelque chose de fondamental. Donc, nous, on n'a pas... disons, l'Europe, il y a eu des tentatives, évidemment, idéologiques, de pouvoir coloniser idéologiquement par cette pensée du libre-échange, qui était leur principale arme en fait aux Anglais, hein, que les écoles d'économie apprennent le système anglais plutôt que le système continental. Et donc il y a une résistance quand même intellectuelle pendant un certain temps jusqu'à en gros au XXe siècle, c'est là qu'on a un petit peu cédé, hein, quand même. Avant, on était quand même relativement aguerri. C'est surtout le XXe siècle et notamment toute la période post-guerre mondiale. En fait, c'est assez récent, hein, l'idée que même le libre-échange est de la doctrine mondiale. C'est relativement récent. Hein, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, a été quand même combattu pas mal. Mais bon, on sait que même en France, on avait... et Smith se base en fait sur des idées qui sont aussi un peu françaises. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce monsieur Quesnay, voilà. Quesnay, qui était le français, toute la richesse vient du sol, etc. Ensuite, Jean-Baptiste Say, qui est donc aussi français, si je ne m'abuse, qui s'inspire d'Adam Smith. Donc, on a aussi tout un écosystème, un écosystème économique, en fait, qui s'est construit autour des idées d'Adam Smith, quand même, en France et dans d'autres pays également. Donc voilà, faut se dire que si on prend l'ordolibéralisme allemand actuel, il est très inspiré finalement du système anglais et mais en même temps il a une composante qui est très très allemande, qui est très leistienne pour le coup, puisqu'il y a cette idée de protéger au maximum son industrie, de préférer l'industrie nationale pour pouvoir exporter, des infrastructures, etc. Donc on voit que l'Allemagne, en fait, elle a plusieurs courants, parce qu'elle est ultra-libérale tout en étant ultra-industrielle au sens de List. Donc s'ils avaient plutôt le côté Friedrich List qui voulait apporter à l'Europe, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà, comme ça tout le monde pourrait, disons, développer son industrie plutôt que d'avoir qu'un seul centre. Alors, Sébastien, les Portugais ne dominaient pas le commerce en Inde. Écoutez, vous me mettez le doute, mais les Portugais en Inde... Ah non, moi, il me semblait que c'était plutôt l'Amérique latine, les Portugais, mais alors bon... Pour ceux qui veulent faire des recherches, c'est le moment, hein. Oriana, avec la laine, il se passe la même chose au Chili. Donc actuellement, hein. Oui, effectivement, oui, Et en Afrique, se passe la même chose avec le tissu africain.
Oui, oui. Je pense que encore aujourd'hui, le textile, hein, c'est une industrie qui, bon, est quand même importante, hein. On continue encore à s'habiller, donc voilà. Même si c'est devenu une portion un peu moins importante en fait de ce que les gens achètent, hein. Mais oui, c'est quand même assez important. Et surtout, ça peut être le socle de base en fait voilà, d'un développement industriel. Donc, euh, donc protéger son textile, notamment voilà, au Chili, en Afrique ou quoi. Enfin, en tout cas, à mon avis, ce serait fondamental. Tout comme il y a tout un tas de secteurs dans la mécanique hein, en général voilà, pour la construction de machines. Parce que les machines, c'est quand même la base de toute industrie. Donc, si on peut en plus construire ces machines chez soi, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, pour cet extrait, voilà, je m'arrête là. Il y aurait d'autres trucs à dire, mais je vous laisse lire disons tout le passage après. Euh, Là, on va passer parce qu'on ne veut pas non plus que ça dure pendant 3 heures. Là, je pensais jusqu'à 17 heures, si vous me dites hein, si ça vous plaît pas, mais là, je passerai bien au deuxième extrait, donc qui est dans le chapitre qui s'appelle la théorie, hein, donc, je vais vous remettre le lien parce que peut-être qu'il est passé là depuis tout à l'heure. Alors, il était où le lien? Voilà, je vous remets le lien 30 secondes. Sébastien, les goûts, c'est les goûts et les couleurs. Oui, les Anglais ne savent toujours pas s'habiller, c'est un problème, effectivement. Mais au moins, ils ont leur puissance, enfin non, plus maintenant, hein, depuis Thatcher quand même. Alors, Othman, oui, il y a juste une petite question, donc comment relocaliser autrement qu'en le décrétant? Bah oui, oui, c'est une question politique en fait, hein. C'est le fait de le décréter au sens même en fait, ça peut très bien faire l'objet d'accords en fait entre des États. Vous savez, très souvent on dit ah machin est allé en Chine, il a signé des contrats pour tant d'Airbus. Non, non. Bon, bah c'est une chose. Effectivement, on peut toujours décréter, enfin signer des accords, etc. Mais on peut aussi dire voilà. Vous, les Chinois, vous faites des masques, etc., des respirateurs artificiels. Bon, le problème, c'est que nous, il faudrait qu'on en produise chez nous parce que au cas où, ça pourrait nous servir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vous acheter des masques et tout ça, on va les faire chez nous. Donc là, les Chinois, ils pourraient se dire, ah, c'est pas gentil et tout ça. Mais alors là, dans ces cas-là, on dit d'accord, mais si on fait ça, on peut faire un projet en commun qui fasse que ça compense d'une certaine manière le fait qu'on se protège. Voilà, donc ça peut être, quand on a des bonnes relations, on va dire, de confiance avec un autre pays, on peut, disons, se protéger sans que ça nuise d'une certaine manière au commerce. Ça, c'est une grande absente, on va dire, des théories économiques, ou même des théories sur le commerce en général. C'est qu'en fait, on n'imagine pas que le politique peut avoir un rôle, c'est-à-dire juste d'intermédiaire et de dire, bon, on a des commerçants, vous avez des commerçants, vous avez des producteurs, on a des producteurs, bon, mais si on échange n'importe comment, en fait, on peut détruire les uns et les autres, donc c'est pas bon. Donc il faut voir comment est-ce qu'on agit dans l'intérêt mutuel, que si nous on a un secteur qu'on veut développer parce qu'on a peur de pas être bon, bah, laissez-nous le développer et pendant ce temps-là, on fera un autre projet à part pour disons pour compenser un peu la perte que vous aurez, etc. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut arriver à faire. Et si on y arrive, voilà, on peut y arriver au niveau international, on peut y arriver au niveau européen, c'est possible. Mais ça suppose enfin, en fait, d'en finir avec le dogme, disons, du libre-échange pur et parfait, concurrence libre et non faussée, enfin, je veux dire, qui n'a aucun sens parce qu'elle se base pas, en fait, bah, sur ce qui crée réellement, sur ce qui cause réellement la richesse. Réunir les acteurs locaux par région me semble être la seule solution. C'est une espèce d'accord, oui, c'est qu'il faut même par région, oui, locaux ou par région, ça peut être même
des pays qui sont très éloignés, mais qui ont des liens d'amitié hein, aussi. Donc voilà, encore une fois, oui. Alors pour répondre à Didier, les Anglais, ils n'étaient pas avant-gardistes. En fait, c'est pas. En fait, ils étaient assassins, mais d'une certaine manière, ils n'utilisaient pas la doctrine pour assassiner, on va dire, l'économie des autres. Ils n'utilisaient pas la doctrine qu'ils professaient à l'extérieur, d'accord? Donc, ils exportaient le libre-échange, ils exportaient la théorie du libre-échange, mais chez eux, ils appliquaient pas du tout, en fait, cette théorie. Donc c'est ça, disons la quintessence. Donc c'est pas l'ultra-capitalisme ou je sais pas quoi. C'est en fait c'est juste justement qu'ils ont compris la théorie de Friedrich List qu'on va voir tout de suite. Voilà, on peut faire effectivement, Leïla, on peut faire du protectionnisme sans avoir une guerre commerciale. C'est pas obligatoire en fait. On n'est pas obligé d'être idiot sur disons les tarifs douaniers, il y a moyen de négocier et voilà, il faut être un peu dur des fois parce que bon, tous les pays sont pas faciles à négocier. La Chine, c'est pas un pays facile à négocier, donc il faut être un peu couillu, il faut en avoir un peu sous le capot, etc. Mais c'est possible. Et voilà. Mais surtout, on va voir après. Hein, on va passer disons à la théorie des forces productives pour voir en fait sur quoi pourrait se négocier ce type d'accord, on va dire, entre États. Et j'ajouterais des accords qui se font d'une certaine manière en dehors des marchés. Ce qui est important par rapport à aujourd'hui, quand on voit que tous les marchés sont effondrés avec le coronavirus. Donc on peut se dire voilà, que les marchés eux-mêmes ne sont pas forcément les plus, disons, les plus compétents pour déterminer quels sont les secteurs qu'il faudrait développer. Et notamment parce que leurs critères, on va dire, pour sélectionner tel ou tel secteur, ce sont des critères qui sont à une dimension, hein, c'est l'argent, c'est combien ça vaut, qui est une mesure, on va dire, une mesure un peu basique, hein, combien ça vaut, ça nous dit pas qu'est-ce que c'est la chose, en fait, on sait juste quelle est la valeur financière d'une chose, mais comment la comparer avec voilà, je faisais dans ma vidéo là justement, je faisais la comparaison entre bon, voilà, vous prenez 1 kilo de tissu et 1 kilo de machine à tisser, enfin pas 1 kilo non pardon, 10 millions d'euros de tissu et 10 millions d'euros de machine à tisser, on pourrait se dire c'est la même valeur, c'est 10 millions d'euros d'un côté, 10 millions d'euros de l'autre. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose, puisque on a d'un côté on a un tissu, donc on peut l'utiliser, certes c'est bien, mais on ne sait pas comment le fabriquer, alors que de l'autre côté on a une machine qui en fabrique du tissu, donc c'est-à-dire qu'on est capable de le fabriquer. Alors est-ce que c'est pas mieux d'avoir une capacité de produire plutôt que d'avoir la production finale? Donc voilà. Tiens, ouais, j'aime bien cette question de John Bishop, oui, sur les États-Unis. Pourquoi, en fait, l'UE et les États-Unis sont les seuls qui appliquent à la lettre le dogme du libre-échange. Et ça, c'est très bon comme paradoxe, parce que on peut se demander, et là il faut vraiment, bon, ça prendrait des heures en fait pour en discuter, mais en tout cas, tout ce qu'il y a sur notre site internet, notamment on a écrit alors attendez, je vais vous le mettre, on a écrit un dossier donc qui s'appelle le système américain. Je vais vous le mettre, hein, ça répondra à John Bishop et on passe ensuite à l'autre extrait. Mais voilà qui va. Donc je vous mets le lien. Ça répond à pourquoi les USA aujourd'hui sont dans le libre-échange. C'est qu'en fait on a perdu une bataille politique, hein, en fait, aux États-Unis et en Union européenne contre la doctrine de l'Empire britannique. Nous on appelle ça l'Empire britannique encore aujourd'hui. Et donc voilà, si on voit pas en fait quelle bataille historique on a perdue, alors on peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui, la mondialisation financière actuelle. Voilà, ça c'est un texte qu'il faut absolument lire si vous l'avez pas déjà fait, en plus des textes de Friedrich List. Donc voilà, alors là on est
Donc on est au chapitre 2 de la partie donc, qui s'appelle la théorie. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas là? Là, vous pouvez faire une recherche. Bon, chapitre 2. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc là, c'est vraiment... donc dans le chapitre 1, il reprend donc, un petit peu ce que disent Adam Smith, François Quesnay et Jean-Baptiste Say. Donc les trois grands théoriciens de l'époque, fondateurs de l'école régnante, comme il dit, et les grands fraudeurs de l'époque. Et donc voilà. Et dans la deuxième, il développe en fait les piliers de sa théorie. Et vous allez voir qu'ils sont assez simples. Et en même temps, on se demande pourquoi beaucoup de gens ne le connaissent pas, quoi. Malgré sa simplicité et son naturel et sa légitimité. Donc voilà, je commence. Donc chapitre 2, donc, la théorie des forces productives et la théorie des valeurs. Donc celle des forces productives, c'est celle de List, et la théorie des valeurs, c'est celle d'Adam Smith. L'ouvrage célèbre d'Adam Smith a pour titre... Attendez, je vais boire un coup. A pour titre « De la nature et des causes de la richesse des nations ». Le fondateur de l'école régnante a ainsi indiqué avec exactitude le double point de vue sous lequel on doit envisager l'économie des nations, aussi bien que celle des particuliers. Les causes de la richesse sont tout autre chose que la richesse elle-même. Un individu peut posséder de la richesse, c'est-à-dire des valeurs échangeables, donc imaginez 10 millions d'euros de tissu, mais s'il n'est pas capable de produire plus de valeur qu'il n'en consomme, il s'appauvrira. Un individu peut être pauvre, mais s'il est en état de produire au-delà de sa consommation, il deviendra riche. Là, vous pensez aux 10 millions d'euros de machines à tisser. Donc voilà, il y a est-ce que tu possèdes de la richesse ou est-ce que tu es capable, en état de produire de la richesse? Le pouvoir de créer des richesses est donc infiniment plus important que la richesse elle-même. Il garantit non seulement la possession et l'accroissement du bien déjà acquis, mais encore le rétablissement de celui qu'on a perdu. S'il en est ainsi des simples particuliers, c'est plus vrai encore des nations qui ne peuvent pas vivre de rente. L'Allemagne a été dans chaque siècle désolée par la peste, par la famine ou par la guerre civile et étrangère, mais elle a toujours sauvé une grande partie de ses forces productives, et ainsi elle a toujours recouvré promptement quelque prospérité. Tandis que l'Espagne, riche et puissante, mais foulée par les despotes et par les prêtres, l'Espagne, en pleine possession de la paix du dedans, est tombée dans une pauvreté, dans une misère toujours plus profonde. Le même soleil éclaire encore les Espagnols. Ils possèdent toujours le même sol. Leurs mines sont encore aussi riches. C'est toujours le même peuple qu'avant la découverte de l'Amérique et avant l'établissement de l'Inquisition. Mais ce peuple a peu à peu perdu sa puissance productive et c'est pour cela qu'il est devenu pauvre et misérable. Voilà. Donc, faites attention pour la France. C'est possible encore aujourd'hui. La guerre de l'émancipation a coûté à l'Amérique du Nord des centaines de millions. Mais la conquête de son indépendance a immensément accru sa puissance productive. Aussi, dans l'espace de peu d'années après la paix, a-t-elle acquis infiniment plus de richesses qu'elle n'en avait jusque-là possédé. Comparez l'état de la France en 1809 et en 1839, quelle différence! Et pourtant, la France a perdu depuis 1809 la domination sur une partie considérable du continent européen, subi 2 invasions dévastatrices et payé des milliards en contributions de guerre et en indemnités. Donc voilà, on était quand même bien dotés, ce qui fait que on résistait, on était résilient, comme on dirait aujourd'hui. Un esprit aussi pénétrant que l'était Adam Smith ne pouvait pas méconnaître entièrement la différence qui existe entre la richesse et ses causes, ni l'influence décisive de ces causes sur la condition des peuples. Dans son introduction, il dit, en termes nets, que le travail
est le fonds qui fournit à une nation ses richesses, et que l'accroissement de ces richesses dépend principalement de la force productive du travail. Donc là, on cite Adam Smith. Hein. Donc, ça dépend de la force productive du travail, c'est-à-dire du degré d'habileté, de dextérité et d'intelligence qu'on apporte dans l'application du travail et de la proportion existante entre le nombre de ceux qui sont employés à un travail utile et le nombre de ceux qui ne le sont pas. Donc là, il cite Adam Smith. Hein, donc on voit quand même qu'il a... Adam Smith, c'est pas totalement un idiot. Hein. Voilà. Donc on va voir après sur quoi il a un problème. Mais on voit qu'il a des intuitions. Et c'est toujours ça avec les Anglais, c'est qu'on sait qu'ils savent. Ils savent, en fait, ce qui est bon. Mais c'est juste qu'ils n'en font pas la publicité. Voilà. Sinon, après, ils n'ont plus le monopole ou ils n'ont plus la domination. Donc c'est ça leur idée, c'est de couvrir, en fait, une découverte de quelque chose qui marche, de le couvrir d'une brume épaisse pour éviter que les gens ne l'utilisent et deviennent plus puissants qu'eux. Donc voilà, c'est la subtilisation du savoir, en fait, hein, tout simplement, et surtout le fait de le détourner, parce que là, Smith est obligé d'admettre des choses qu'il va ensuite, on va dire, mettre de côté. Voilà, on le voit, Smith avait parfaitement reconnu que la condition des peuples dépend principalement de la quantité de leur force productive. Donc, qu'est-ce qui fait la différence ? Mais il paraît qu'il n'est pas dans l'ordre de la nature qu'une science sorte tout achevée de la tête d'un seul penseur. Évidemment, l'idée cosmopolite des physiocrates, celle de la liberté générale du commerce et sa grande découverte de la division du travail, l'absorbèrent trop pour lui permettre de poursuivre cette idée de la force productive. Et oui, il avait une idée plus... Pour dire cosmopolite, ça veut dire cette idée que en fait, le libre-échange généralisé, donc au-delà des nations, des frontières, est une idée noble parce que voilà, on est tous des frères dans le monde. Hein. Oui, au départ, le libre-échange, ça part d'une idée noble, hein, qui est qu'on est tous des frères sur Terre et donc on peut tous s'échanger des choses sans contrainte. Voilà. Donc c'est pour ça que ça avait un certain succès. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, c'est difficile de combattre le libre-échange en tant que tel parce que c'est toujours drapé de cette idée un peu humaniste de on est tous des frères, on va pas se mettre des barrières, ça sert à rien. Donc vous voyez, c'est vraiment l'hypocrisie en fait derrière le fog, effectivement. Donc voilà. Donc il n'a pas poursuivi cette idée de la force productive. Dommage. Quelques nombreuses obligations que lui est la science dans ses autres parties, la découverte de la division du travail était à ses yeux son titre le plus éclatant. Hein. Donc c'était l'idée que, voilà, en fait, c'est en faisant en sorte que chacun se spécialise, qu'on allait améliorer l'efficacité en fait de la production, ce qui donnera ensuite, avec Ricardo, donc à l'échelle mondiale, la question de l'avantage comparatif. Donc, la découverte de la division du travail devait faire la réputation de son ouvrage et la célébrité de son nom. Trop habile pour ne pas comprendre que celui qui veut vendre une pierre précieuse d'une grande valeur ne porte pas le joyau au marché dans un sac rempli de blé, quelque utile que le blé puisse être ailleurs, mais qu'il entend mieux son intérêt en le mettant en vue. Trop expérimenté pour ignorer qu'un débutant, et il l'était en matière d'économie politique au moment de la publication de son ouvrage, qu'un débutant qui a le bonheur de faire fureur au premier acte obtient aisément de l'indulgence si dans les actes suivants il ne fait que s'élever un peu au-dessus du médiocre. Il fut entraîné, c'est un peu dur, hein, il fut entraîné à commencer son ouvrage par la doctrine de la division du travail. Smith ne s'est pas trompé dans ses calculs. Son premier chapitre a fait la fortune de son livre et fondé son autorité. Bon, en gros, les gars, ils ont lu que son premier chapitre. Ils ont dit, mais c'est génial! On va le prendre. Bon, certains diraient que Smith, bon, en fait, sa découverte entre guillemets lui a un peu échappé, que en fait, il y a plein de choses qu'il dit qui sont assez intéressantes, notamment sur le fait que il faut pas trop de monopole d'entreprise, sinon ça tue tout, qu'il faut faire gaffe. À la compagnie des Indes orientales. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui font que Smith, bon,
il n'était pas aussi horrible en tant que tel. Ce qui est, en fait, c'est un peu sa théorie qui allait au-delà du personnage. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas, disons, enfin, il y a des choses qu'il dit qui sont horribles. Et on pourra en parler plus tard, mais voilà. Là, on voit surtout que, on va dire que sa doctrine, en gros, elle était pour qu'il y ait une seule idée qui en sorte et que les gens retiennent ça. Et c'est le problème, c'est que c'était pas la meilleure partie. Pour notre part, donc c'est List qui parle, nous croyons pouvoir l'affirmer. Ce fut ce désir de mettre dans un jour avantageux l'importante découverte de la division du travail qui empêcha Adam Smith de poursuivre cette idée de la force productive énoncée dans son introduction, puis souvent reproduite, en passant, il est vrai, dans le reste de son livre, et de donner à sa doctrine une forme plus parfaite. Le haut prix qu'il attachait à son idée de la division du travail l'a conduit à représenter le travail comme le fond de toutes les richesses des nations, bien que lui-même ait vu clairement et qu'il déclare que la productivité du travail dépend du degré d'habileté et d'intelligence avec lequel le travail est employé. Donc là, vous imaginez bien que si... je ne sais pas si on peut partager des photos, mais j'aurais bien partagé une photo, parce que j'avais... on peut pas. Tant pis. J'avais fait un petit truc, mais on voyait des Shadocks qui pompaient comme ça, avec un chapeau écrit René Descartes, et il y avait écrit je pompe donc je suis. Donc effectivement, cette question de est-ce que c'est le travail en tant que tel qui produit la richesse, du côté des Shadocks par exemple, ça ne produit pas de la richesse, en fait, c'est beaucoup de travail pour rien. Donc voilà, c'est une question qui est importante, c'est ce qu'il y a derrière le travail en tant que tel. Et même d'ailleurs, même Marx s'est un peu relativement trompé d'une certaine manière, puisqu'il pensait beaucoup le travail en termes de litres de sueur, et il ne voyait pas en fait le travail mental, le travail d'intelligence en fait qu'il y avait, qui permettait justement de le rendre plus productif avec les machines, avec l'intelligence, avec la meilleure organisation du travail. Donc c'est ça le problème qu'identifie List. Nous le demandons, je continue, est-ce raisonner scientifiquement que donner pour cause à un phénomène ce qui n'est que le résultat d'une multitude de causes plus profondes? Il est hors de doute que la richesse ne saurait être acquise autrement qu'à l'aide d'efforts de l'esprit et du corps, ou du travail. Mais ce n'est pas là assigner une cause d'où l'on puisse tirer des déductions utiles. Car l'histoire apprend que des nations entières, malgré les efforts et l'économie des citoyens, sont tombées dans la pauvreté et dans la misère. Celui qui désire se rendre compte comment une nation s'est élevée de la pauvreté et de la barbarie à l'opulence et à la civilisation, et comment une autre est tombée de la richesse et de la prospérité dans la pauvreté et dans la détresse, sur cette réponse, que le travail est la cause de la richesse et la paresse celle de la pauvreté, on remarque que du reste le roi Salomon avait fait longtemps avant Adam Smith, ne manquera pas de faire cette nouvelle question. Quelle est donc la cause du travail et quelle est celle de la paresse? Bonne question. On pourrait avec plus d'exactitude donner pour cause de la richesse les membres de l'homme. Sa tête, ses mains, ses pieds, je ne vais pas vous montrer mes pieds. Du moins, serait-on ainsi beaucoup plus près de la vérité? C'est vrai, c'est la cause, on va dire, directe du travail. Du moins serait-on ainsi beaucoup plus près de la vérité. Il s'agirait alors de savoir ce qui fait que ses têtes, ses mains et ses pieds s'appliquent à la production et que leurs efforts sont fructueux. Qu'est-ce autre chose que l'esprit qui anime les individus, que l'ordre social qui féconde leur activité, que les forces naturelles dont l'usage est à leur disposition? Les forces naturelles, ce sont les matières et toute la physique, on va dire. Plus l'homme comprend qu'il doit songer à l'avenir, plus ses idées et ses sentiments le portent à assurer la destinée de ceux qui lui touchent de plus près et à les rendre heureux. S'il songe à l'avenir, s'il est porté dans l'avenir. Plus il est habitué dès le bas âge à la réflexion et à l'activité, plus ses instincts généreux ont été cultivés, son corps et son esprit exercés. J'en profite pour dire qu'il faut faire des exercices à la maison pendant le confinement. Plus il a eu dans son enfance de beaux exemples sous les yeux, plus il a occasion d'employer ses forces intellectuelles et physiques à l'amélioration de son sort.
moins il est entravé dans son activité légitime, plus ses efforts sont heureux et plus les résultats lui en sont garantis. Plus l'ordre et l'activité. Alors là, il commence à voir un peu que c'est un contexte général, hein, la question de la productivité du travail. Plus l'ordre et l'activité lui donnent de titres à l'estime et à la considération publique, moins enfin son esprit est en proie aux préjugés, à la superstition, à l'erreur et à l'ignorance. Plus il appliquera sa tête et ses membres à la production, plus il sera capable de produire, et mieux il saura tirer parti des fruits de son travail. Sous tous ces rapports, le principal est l'état de la société dans laquelle l'individu a été élevé et se meut. Il s'agit de savoir si les sciences et les arts y fleurissent, si les institutions et les lois y engendrent le sentiment religieux, la moralité et l'intelligence, la sûreté pour les personnes et pour les biens, la liberté et la justice, si dans le pays, tous les éléments de la prospérité matérielle, agriculture, industrie manufacturière et commerce, sont également et harmonieusement développés. Si la puissance nationale est assez grande pour assurer aux individus la transmission des progrès matériels et moraux d'une génération à l'autre, et pour les mettre en état non seulement d'utiliser en totalité les forces naturelles du pays, mais encore, au moyen du commerce extérieur et des colonies, de disposer des forces naturelles des pays étrangers. Bon, sur ça, évidemment, l'idée n'est pas d'aller piller les forces naturelles des pays étrangers. D'accord ? Bon, à l'époque, c'était quand même... voilà, c'était un peu à la mode, les colonies, donc vous excuserez, Friedrich List, il n'était pas non plus un colonialiste, comme beaucoup. Adam Smith a si peu compris la nature de ces forces en général qu'il ne considère même pas comme productif le travail intellectuel de ceux qui s'occupent de la justice et de l'ordre, qui donnent l'instruction, les professeurs, qui entretiennent le sentiment religieux, qui cultivent la science ou l'art. Voilà, pour Adam Smith, ça fait pas d'argent. Il n'y a pas de valeur échangeable directe, hein, quand on est professeur, qu'on est juge, qu'on est scientifique, artiste, il n'y a pas de valeur directe, quoi. Bon, on peut échanger des tickets de cinéma, on peut faire des découvertes qui font de l'argent, mais voilà, c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat, on sait pas trop à quoi ça peut bien servir. Donc ces recherches à Smith se restreignent à cette activité de l'homme qui produit des valeurs matérielles. Il reconnaît que le pouvoir productif de cette activité dépend de l'adresse et de l'intelligence avec lesquelles on l'emploie. Mais ses investigations sur les causes de cette adresse et de cette intelligence ne le conduisent pas au-delà de la division du travail qu'il explique uniquement par l'échange, par l'accroissement du capital matériel et par l'extension du marché. Ainsi, sa doctrine devient de plus en plus matérialiste, particulière et individuelle. S'il avait poursuivi l'idée de force productive sans se laisser dominer par elle de valeur, par celle de valeur échangeable, il serait arrivé à comprendre qu'à côté d'une théorie des valeurs, une théorie indépendante des forces productives est nécessaire pour expliquer les phénomènes économiques. Mais il s'est égaré jusqu'à expliquer les forces morales par des circonstances purement matérielles. Et de là découlent toutes les absurdités de toutes les contradictions dont son école, ainsi que nous le montrerons, est coupable jusqu'à ce jour, et qui sont la cause unique pour laquelle les leçons de l'économie politique ont trouvé si peu d'accès dans les meilleurs esprits. L'école de Smith n'enseigne autre chose que la théorie des valeurs, et c'est ce qui ressort de cette idée de valeur échangeable qui sert partout de base à sa doctrine et de la définition même qu'elle donne de la science. De la science même économique. Hein. Donc voilà, déjà, on voit qu'il y a enfin, disons que la question des forces productives, c'est pas juste List, en tout cas, qui y a pensé, hein, c'est beaucoup de gens, mais c'est juste la différence, c'est que voilà, Smith, il y a pensé, mais il l'a mis de côté, parce que, voilà, sûrement pour des raisons politiques, à l'époque, c'était pas vraiment l'idée à mettre de l'avant. Voilà, en 1776, comme je disais, il y avait la Révolution américaine, les Américains, ils voulaient faire des usines chez eux, bon, c'était pas le moment de leur dire qu'ils avaient raison. Voilà. Alors, je vais continuer encore. Qu'est-ce que j'avais sélectionné encore? Oui, ça c'est intéressant, je crois.
Non, c'est pas là. Attendez. Ouh là là. Pour savoir jusqu'où faut descendre, 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 descendre. Non, en fait, je vais vous laisser le lire tout ça parce que de toute façon, ça va un peu toujours dans la même veine. Mais tout le paragraphe enfin tout le chapitre est vraiment très très intéressant. Voilà, vous avez un peu de boulot aussi devant vous. Mais là, je veux bien répondre à vos questions si ça vous intéresse, évidemment. Ou alors attendez, peut-être. Parce que là, le problème, c'est que je ne sais plus où j'en suis, mais il y a un truc sur la question de l'agriculture et l'industrie qui est importante parce qu'évidemment, c'est toute cette question en fait de la différence entre je vais vous le lire, tiens. Bon, je sais pas à quel. C'est plusieurs paragraphes en dessous. Ça commence par faute de pénétrer dans la nature des forces productives et d'embrasser l'ensemble de la civilisation des peuples, l'école méconnaît en particulier l'importance d'un développement parallèle de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et du commerce, de la puissance publique et de la richesse nationale. Elle commet l'erreur d'assimiler l'industrie manufacturière à l'agriculture, donc de dire qu'en gros un produit fabriqué dans une manufacture est équivalent à un produit fabriqué par l'agriculture. Donc toujours en termes de valeur marchande, on peut dire que 10 millions d'euros de patates, c'est pareil que 10 millions d'euros d'une machine à vapeur. D'accord ? Donc c'est pas forcément... la question c'est qu'est-ce qui fait la différence, finalement, même si c'est la même valeur, c'est quoi qui fait qu'on ne peut pas assimiler les deux ? Il y a une valeur, en fait, qui n'est pas mesurable seulement dans une seule dimension, qui est celle de sa valeur marchande, sa valeur en termes financiers. Voilà, donc c'est cette question de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer une chose de la façon la plus précise possible. Donc, là il dit, l'école de Smith ne voit pas qu'entre le pays purement agriculteur et le pays agriculteur et manufacturier, donc un qui a que l'agriculture et l'autre qui a les deux, la différence est beaucoup plus grande qu'entre un peuple de pasteurs et un peuple de cultivateurs. Donc pasteurs, c'est ceux qui font paître les animaux, hein, j'imagine. Sous le régime de l'agriculture pure et simple règne l'arbitraire et la servitude, la superstition et l'ignorance, le manque de civilisation, bon il y va un peu fort, hein, le manque de civilisation, de relations, de moyens de transport, la pauvreté, l'impuissance politique enfin. Dans un pays purement agriculteur, la plus faible partie seulement des forces intellectuelles et corporelles est mise en jeu et développée. La plus faible partie des forces naturelles dont il dispose est employée. Il ne s'accumule que peu ou point de capital. Comparez la Pologne avec l'Angleterre. Les deux pays ont été autrefois au même degré de culture et aujourd'hui, quelle différence ? Les manufactures et les fabriques sont les mères et les filles de la liberté civile, des lumières, des arts et des sciences, du commerce intérieur et extérieur, de la navigation et des voies de transport perfectionnées, de la civilisation et de la puissance politique. Elles sont le moyen principal d'affranchir l'agriculture, de l'élever au rang d'industrie, d'art, de science, d'augmenter la rente de la terre, les profits agricoles, le salaire du manouvrier et de donner au sol de la valeur. Donc là, vous voyez, il dit que c'est l'industrie qui donne plus de valeur au sol, ce qui est contraire à l'idée physiocrate donc de François Quesnay, que la valeur du sol, elle est juste ce qu'elle est. Non, c'est bien qu'il y ait un travail, et un travail sur lequel on améliore le travail qu'on effectue sur le sol. L'école a attribué cette puissance civilisatrice au commerce extérieur. En cela, elle a pris l'intermédiaire pour la cause. Ce sont les manufactures étrangères qui fournissent au commerce étranger les marchandises qu'ils nous apportent. Donc voilà, il dit oui, on a le commerce, mais c'est les manufactures qui ont fait le boulot. Hein. C'est pas le commerce qui crée la richesse. Donc c'est les marchandises, voilà, donc c'est les uns, et qui consomment les produits agricoles et les matières brutes que nous livrons en échange. Si les relations avec des manufactures éloignées
exerce une action si bienfaisante sur notre agriculture, combien doit être plus féconde l'influence des manufactures qui sont avec nous dans une intimité à la fois locale, commerciale et politique, qui nous demandent non pas seulement une faible partie, mais la majeure partie des denrées alimentaires et des matières brutes qui leur sont nécessaires, dont les produits ne sont pas renchéris pour nous par des frais de transport considérables, dont les relations avec nous ne peuvent être interrompues ni par l'ouverture de nouveaux marchés aux manufactures étrangères, ni par la guerre, ni par les prohibitions. Donc là, je n'ai pas switché là, vers un discours de Arnaud Montebourg, vous inquiétez pas. Mais effectivement, ça sonne comme un peu une idée de démondialisation. Sauf qu'évidemment, à l'époque, il faut voir que les moyens de transport étaient quand même considérablement moins développés qu'aujourd'hui. Donc on peut dire que, bon, encore aujourd'hui, ça coûte encore beaucoup de faire traverser des continents entiers à des marchandises. Donc on peut dire que c'est encore, on va dire, valable. En attendant d'autres technologies peut-être beaucoup plus rapides, dans des trains à grande vitesse, à très grande vitesse, etc. Mais en tout cas, pour le moment, c'est encore valable. Il y a encore cette idée qu'effectivement, relocaliser donc, une partie de la production est absolument fondamentale, parce que ça participe d'une dynamique interne de relation en fait, entre l'agriculture, l'industrie, et ce que ces deux choses combinées impliquent sur l'état d'esprit, sur la compétence, la qualification des gens du territoire. Donc voilà. Et donc après, il regarde deux paragraphes après, là, d'après l'école dominante, celui qui élève des porcs est dans la société un membre productif. Celui qui élève des hommes est un membre improductif. Celui qui fabrique pour les vendre des cornemuses ou des guimbardes est un producteur. Mais les plus grands virtuoses ne le sont pas, parce que ce qu'il joue ne peut être apporté sur le marché. Le médecin qui sauve son malade, bon, aujourd'hui on est plutôt en train de trier les malades, donc c'est pas le problème. Le médecin qui sauve son malade n'appartient pas à la classe productive, mais le garçon pharmacien en fait partie. Parce que lui, voilà, petit produit là, Remdesivir là, hop. Bien que les valeurs échangeables ou les pilules qu'il produit n'aient que quelques minutes d'existence avant d'être anéanties. Un Newton, un Watt, un Kepler ne sont pas aussi productifs qu'un âne, qu'un cheval, qu'un bœuf de charrue. Travailleurs que récemment M. McCulloch a rangé parmi les membres productifs de la société humaine. Bon, en même temps, c'est vrai qu'ils produisent, hein, les animaux. Mais c'est sûr que c'est pas pareil que Kepler, Watt ou bon, Newton, c'est un mauvais exemple. Mais Kepler et Watt, oui, c'est vrai qu'ils ont une capacité d'abstraction et d'imagination qui est beaucoup plus productive finalement, au final, sur la société que un âne, un cheval ou un bœuf, aussi travailleur soit-il. Donc il y a toute cette conception-là en fait à amener. Ne croyez pas que Jean-Baptiste sait par sa fiction des produits immatériels, les produits immatériels. Donc, ils essaient d'intégrer dans leur façon de penser des choses qu'ils savent exister. Donc ils savent qu'il y a des produits immatériels, mais ils vont essayer de les ramener à une valeur échangeable. Voyez ? Ne croyez pas que Jean-Baptiste Say, avec sa fiction des produits immatériels, ait redressé cette erreur de la doctrine d'Adam Smith. Il n'a fait que masquer l'absurdité de ses conséquences, mais il ne l'a pas retirée du matérialisme dans lequel elle est plongée. Pour lui, les producteurs intellectuels ou immatériels ne sont productifs que parce qu'ils sont rémunérés avec des valeurs échangeables. Vous voyez ? Donc on ne voit pas vraiment la valeur réelle de ce qui est créé. On n'est pas dans le... Et que leurs connaissances ont été acquises au prix de pareilles valeurs, mais non parce qu'ils produisent des forces productives. Ils ne sont pour lui qu'un capital accumulé. McCulloch va plus loin. Il dit que l'homme est un produit du travail tout aussi bien que la machine qu'il fabrique. Et il lui semble que dans toutes les recherches économiques, l'homme doit être envisagé de ce point de vue. Smith, dit-il, a compris la justesse de ce principe, mais il n'en a pas tiré la conséquence légitime. Une des conséquences que lui-même en tire, c'est que manger et boire sont des occupations productives.
Thomas Cooper évalue un bon jurisconsulte américain 3 000 $, environ 3 fois autant qu'un bon esclave de labour. Ok, donc qu'est-ce que je voulais dire par là? Alors parce que j'avais pas sélectionné parfaitement. Bon, en gros, pour résumer, la question de savoir qu'est-ce qui a de la valeur, en fait, la grande, enfin, on va dire la grande polémique au sein de la science économique, c'est de savoir comment est-ce qu'on définit la valeur des choses, comment on peut déterminer la valeur. Donc évidemment, si on pense en termes de valeur échangeable, donc avec un prix et une valeur financière, on finit par brouiller en fait la vraie valeur des choses en fait, et on finit par s'égarer dans ces politiques. Friedrich List, lui, il n'est pas dans cette erreur-là. Il voit en fait qu'il y a des choses qui ont de la valeur, mais qui ne sont pas exprimables d'un point de vue financier. Donc qu'on doit exprimer différemment. Et ce sera d'ailleurs tout l'objet de la théorie de Linden-Larouche, sur laquelle on reviendra, je pense, dans d'autres lectures. Parce que c'est cette question de comment on définit finalement, comment on mesure la véritable valeur du travail et de ce qui permet au travail d'être productif. Donc évidemment, on a vu qu'il y a une grande partie qui est l'intelligence humaine et la question d'organiser son travail et de le rendre plus efficace par les machines notamment, par la science, par même l'art, c'est-à-dire de développer aussi dans sa population, ses travailleurs, disons une conscience morale, une conscience éthique et une conception de la beauté qui va les aider également dans la production, dans la création de valeur, et donc qui ne peut pas être mise de côté. Donc, mais évidemment, on ne va pas donner, une même échelle de valeur ou une même, une même mesure à une œuvre d'art et à la construction d'une machine. Évidemment, c'est deux choses différentes. Mais on peut quand même voir, et c'est justement toute la découverte de Larouche, c'est qu'on peut voir qu'elles ont toutes les deux un impact sur la civilisation humaine, et l'idée de mesurer cet impact, donc d'être capable de voir quel va être l'impact sur le progrès de la civilisation d'activités aussi différentes qu'une œuvre d'art ou une machine. C'est là qu'est la véritable révolution en devenir de Friedrich List et ensuite de Linden-Larouche, qui peut remplacer justement la doctrine actuelle, on va dire, de l'économie, qui est gangrénée par cette, on va dire, la théorie des valeurs échangeables de Smith ou d'autres, enfin de tous les successeurs, on va dire. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. C'est une petite introduction, on va dire, à Friedrich List. Il y a énormément, toute la partie sur l'histoire est juste passionnante, parce que on a quelqu'un qui est vraiment au plus proche de ce que les faits économiques disent, et toute sa théorie aussi est vraiment profonde. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à lire en entier, et voilà. Donc là, on va passer, si vous avez encore 20 minutes, moi en tout cas j'ai 20 minutes, donc on va répondre à quelques questions. Donc j'ai commencé avec Antoine qui me fait une petite question vache. Les écologistes aussi sont contre le libre-échange. Ils pensent que l'industrie a un prix à payer pour les générations futures. Oui, il y a quelque chose chez les écologistes qui est intéressant, c'est qu'ils ont une tendance en fait justement à pas s'arrêter aux valeurs échangeables. Donc ça déjà c'est très intéressant. Le problème c'est qu'ils ont tendance à donner de la valeur en fait à des choses qui n'en ont pas aussi. Ça peut être les éoliennes ou les panneaux solaires qui ont une valeur qui est assez surestimée.
et ils donnent pas de valeur à des choses comme le nucléaire, enfin la physique nucléaire en général, alors que en général c'est même sous-estimé. Donc, donc voilà, il y a des choses sur lesquelles en fait ils n'ont pas forcément le critère non plus pour, disons, déterminer ce qu'est réellement une force productive. Donc dans le mot productive, il y a quand même... alors eux, ils vont dire productiviste, hein, c'est-à-dire quand on commence à pouvoir produire plus avec moins d'efforts, eux, ils vont dire, bah oui, mais regardez, ça pousse en fait à la production constante et à l'épuisement des ressources, etc. Bah, oui, on va épuiser certaines ressources, mais l'idée d'une force productive, c'est aussi qu'elle crée au fur et à mesure des ressources nouvelles par son invention, par ses découvertes, et que donc on reste pas éternellement sur le même substrat de ressources. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu des écologistes, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin... Enfin, Friedrich List est un premier pas, mais c'est sûr que c'est pas le pas décisif. Vraiment, le pas décisif, c'est Lyndon LaRouche. C'est toute la conception, on va dire, de l'anti-entropie humaine volontaire et qu'on va développer sûrement après. J'ai déjà développé d'ailleurs dans un texte que j'ai fait. Hein. Tiens, allez, je ne résiste pas à l'idée de vous le faire. C'était lequel déjà? Ah oui. Je crois que c'était... ah oui, c'était celui-là. C'était quand... Bon bref, c'était un petit texte qui justement... comment dire, se posait la question de qu'est-ce qu'était quelle était on va dire la véritable doctrine économique à adopter sur la question des ressources. Et donc voilà, il y a des petits passages intéressants sur cette question. Je ne vais pas en dire plus. Alors, John Bishop, le libre-échangisme intégral, la marchandisation de tout, financiarisation de l'économie sont les piliers de la mondialisation libérale. Oui, bah oui. Oui, c'est les piliers. Après, il y a beaucoup de gens qui commencent en fait à y revenir. Bon, les Américains ont commencé à voir un peu l'entourloupe. Évidemment, bon, ils ont choisi Trump. Trump, c'est pas l'idéal, mais au moins il y a cette idée que l'industrie manufacturière était absolument fondamentale dans le développement de leur pays. Donc bon, là maintenant ils sont en train de négocier avec la Chine sur plein de choses, mais en tout cas ils ont compris un des principes de Friedrich List assez simple. Bon, après, vu comment ils le font, avec tous les tarifs douaniers, c'est un peu et puis tout le China bashing qu'ils font en même temps, donc c'est... Disons, on sent qu'ils n'ont pas non plus une approche bienveillante, mais en tout cas, voilà, ça peut remettre en question pas mal de choses. Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a que l'Union européenne qui est vraiment partisane. Et bon, on va dire la Chine, dans les faits, enfin, sur le papier, on va dire qu'ils défendent le libre-échange. Évidemment, parce qu'ils n'ont pas trop le choix pour plein de choses, parce qu'ils produisent plein de choses pour les autres, et donc s'il n'y avait pas de libre-échange, bah évidemment, ils auraient des problèmes immédiats. Mais disons, en back-office, ils sont quand même en train de développer toute l'infrastructure de leur pays. J'ai parlé hier déjà qu'ils ont annoncé 7 000 milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure de base dans leur pays après la crise du Covid-19. Donc on sent qu'eux, ils perdent pas de temps et qu'ils sont juste en fait en train de bâtir l'infrastructure de leur futur. Voilà. Et donc ils ont un temps d'avance maintenant parce qu'ils adhèrent pas en fait ils adhèrent ils sont à l'OMS, donc ils sont obligés à l'OMC, pardon. On parle beaucoup de l'OMS actuellement. À l'OMC, donc ils sont obligés de paraître, on va dire, et ça leur profite aussi dans certains cas. Mais dans le fond, ils sont pas du tout adhérents à cette conception du libre-échange total, en fait. Ils l'appliquent même pas. Donc on pourrait se dire, est-ce que les Chinois sont les nouveaux Anglais au sens où ils professent à l'extérieur ce qu'ils ne s'appliquent pas eux-mêmes? Ouais, je pense pas qu'ils professent vraiment le libre-échange en tant que tel.
ils défendent dans certaines occasions, mais ils le professent pas non plus. Toute la question même des nouvelles routes de la soie, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est à la croisée des chemins entre le libre-échange et le protectionnisme, puisqu'en fait, ils font en sorte que d'autres pays développent leur force productive. Ce qui, dans la théorie d'Adam Smith, c'est complètement idiot, puisque vous faites comme si, en gros, vous étiez en train de vous tirer une balle dans le pied en faisant que des marchés à l'extérieur donc soient autosuffisants, ce qui est quand même un comble, si vous voulez, soi-disant, avoir disons, un empire commercial. Donc voilà, c'est des signes qui montrent que, en tout cas, les Chinois ne sont pas dans la doctrine totale libérale, qu'ils ont voilà, des idées sur Friedrich List. Et je dois ajouter que Friedrich List a beaucoup inspiré par l'intermédiaire de l'américain Henry Carey, donc qui a influencé Sun Yat-sen, donc qui était, tiens d'ailleurs, je pense qu'on a sûrement sur notre site un article sur Sun Yat-sen, donc qui était donc le père de la République chinoise, Sun Yat-sen, et voilà, je ne sais plus lequel, bon j'en ai deux là. L'héritage de Sun Yat-sen et la Révolution américaine. Tiens, je vais vous mettre celui-là, tiens, qui vous montre en fait un peu disons le lien entre voilà on va dire la base de la réflexion chinoise et ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus dans l'approche Friedrich List, Henry Carey, toute on va dire la vraie doctrine d'économie politique américaine, plutôt que le libre-échange d'Adam Smith. Donc voilà. Après, List, encore une fois, j'en parle dans ma vidéo, notamment l'épisode 5, il n'est pas contre le libre-échange, hein. Il dit que, en fait, au départ, quand on n'a que de l'agriculture, ok, mais après, il faut protéger les industries quand elles sont en train de se développer, et qu'après, il faut, voilà, quand elles sont bien en forme, etc., bien développées, bon, on peut libéraliser, et puis on peut revenir au protectionnisme s'il y a besoin à un moment. Voilà, c'est une politique qui est flexible, en fait, hein. Et c'est, encore une fois, c'est pas ça qui doit être le critère, savoir si on libéralise ou si on protège. C'est vraiment de savoir comment on définit qu'une force productive peut se maintenir et se développer. Pour tous, pas juste pour son pays, mais aussi pour les autres, parce que c'est dans notre intérêt à nous que d'autres pays développent leur force productive, non seulement parce que ça va faire des nouveaux marchés pour nos produits, puisqu'ils vont être un peu plus riches d'une certaine manière, et en même temps parce que voilà, on est humaniste et qu'on pense que les autres, s'ils sont moins pauvres, c'est quand même mieux. Donc voilà. C'est ce que j'aurais répondu. Alors Leïla, comment peut-on donner une définition des mots progrès et productivité du travail qui puisse être entendable par les écologistes qui en général ont tendance à les rejeter en bloc? Alors c'est tout le travail que je suis en train de faire sur mes vidéos actuellement, là sur l'épisode 7. Donc j'ai commencé aussi sur la question de la productivité du travail, à prendre aussi les thèses j'ai oublié son nom tout d'un coup là. Jean Fourastier, voilà, et de les amener en fait à qu'est-ce que ça veut dire pour le 21e siècle. Donc là, je devais le sortir normalement la vidéo juste avant, enfin la période du coronavirus là, donc j'ai pas pu la faire, mais je vais la sortir dès la rentrée, hein, enfin dès le déconfinement. Ce sera la première chose que je ferai. Donc on en parlera après, mais effectivement c'est toute la chose que je travaille en ce moment. Vous pouvez regarder les actes 1 et 2 d'ailleurs. Alors Arnaud, bonjour Arnaud. Selon toi, si la théorie des avantages comparatifs avait du sens, quels seraient les atouts principaux de la France pour avoir le meilleur rapport possible à l'humanité? Alors nos atouts, on a la physique nucléaire, on a les lasers, on a la robotique, on a une grande partie quand même l'intelligence artificielle qui peut venir de nous, parce que voilà, on a beaucoup de choses dans ce domaine. On a beaucoup de mathématiciens, voilà. Dans la physique fondamentale, on est vraiment un des meilleurs. Sur les infrastructures, tout ce qui est en fait la gestion des déchets, qui sera très importante dans le proche avenir, puisque si on parle des pays en développement, voilà, il y a toute disons un domaine qui est le recyclage, même la collecte des déchets. Enfin bon,
tout un tas de trucs qui aujourd'hui ne se fait pas dans beaucoup de pays, donc ça, il faudra le faire. La santé. Alors, on a un des systèmes avec les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, qui fait qu'on a, dans les mêmes locaux à la fois le traitement, on a l'enseignement et la recherche, et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qu'on peut exporter partout. Et bon, voilà, les Chinois aussi, hein, ils ont pris beaucoup d'avance là-dedans, donc il faut voir comment, voilà, on a plein de pays dans lesquels on peut encore apporter, on a encore une avance, hein. Donc ça, c'est des choses qu'on peut apporter. Notre industrie en général, hein, toutes nos PME qui ont une expérience et une inventivité industrielle qui est absolument cruciale pour le développement des forces productives dans d'autres pays. Donc il faut qu'on mette en place des accords en dehors des marchés en général, donc avec des accords de long terme et donc qui ne dépendent pas des fluctuations financières, sur voilà, des développements industriels, des usines, etc., en particulier dans des pays africains, des pays même du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique du Sud. On a énormément de gens qui nous respectent en fait dans le monde en tant que nation industrielle et en tant que voilà, puissance de progrès. Et il faut qu'on soit à la hauteur, mais pour ça, ça suppose de se débarrasser des chaînes de ce système financier dans lequel on est. Certes, on y participe parce qu'on a des grosses entreprises, on a des grosses banques qui ont, disons, des bras longs dedans, et pour certaines, bon, bah, ils ont sûrement besoin de certains services financiers, parce qu'elles sont des entreprises transnationales, des multinationales, mais ça ne doit pas faire en fait obstacle à, disons, à des accords de long terme avec d'autres pays, comme le fait la Chine avec les nouvelles routes de la soie. Nous, on devrait aussi faire des nouvelles routes de la soie, les faire avec la Chine, mais les faire aussi, disons, enfin oui, si, avec la Chine, notamment en Afrique ou en Asie centrale. Ça devrait être, voilà, une condition essentielle en fait du renouveau industriel de la France. Donc voilà, j'ai sûrement oublié des domaines, hein, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter. Il n'y a plus de questions. Vous êtes en train de lire tous les articles que je vous ai envoyés. Je vous comprends. Donc voilà, je pense que bon, on peut arrêter bientôt. Ce que je dirais pour conclure, c'est que vous soyez tous en fait à cette conférence de l'Institut Schiller là, du 25-26 avril. Donc c'est une visioconférence, donc c'est par internet, et que en fait on puisse vraiment discuter de ce monde d'après et de comment on le met le plus vite possible en place, parce qu'il y a vraiment urgence. On a vu tous les plans de renflouement qui ont été faits, où on renfloue non pas les forces productives, mais on renfloue, disons, les valeurs échangeables financières qui sont que du fantasme. Et je veux dire, on a un risque d'hyperinflation. J'en ai parlé hier dans mon live. On a un risque d'hyperinflation, et on a un risque disons, de voir les valeurs des choses s'effondrer, alors qu'il n'y aurait pas disons, de raison de ça. Oui, Antoine, effectivement, excuse-moi, l'agroalimentaire, effectivement. On a une très grande compétence, même si à l'intérieur, tu es bien placé pour le savoir, qu'à l'intérieur même de la filière agricole, on a énormément de discussions aujourd'hui sur l'agriculture du futur, de ce qu'elle doit représenter, comment elle peut faire sa mutation, et au-delà même du tout bio ou du tout permaculture ou je sais pas quoi, hein, il y a aussi disons, tout ce qui est l'agriculture de conservation, etc. On en parlera sûrement dans une vidéo, d'ailleurs on travaille dessus avec Antoine, donc voilà. Mais il y a énormément de compétences dans ce domaine qu'on peut exporter, parce qu'on peut plutôt que d'exporter des produits agricoles, autant exporter un savoir-faire agricole, de façon à ce que d'autres pays soient autosuffisants alimentairement, plutôt que d'exporter notre production. Je veux dire, notre production, elle a beaucoup moins de valeur en tant que telle que notre compétence. Voilà. Donc ça, c'est encore une leçon de Friedrich List,
C'est qu'il faut mieux exporter une intelligence que d'exporter des produits agricoles qui sont d'une valeur, on va dire, relativement plus faible. Enfin, dans ce cas-là, c'est le cas. Après, si c'est des produits manufacturés, c'est autre chose. Mais voilà, il y a tout ça. Et tout le secteur des machines-outils, j'allais oublier, où on n'a pas été très bon pendant une période, mais où on peut se rattraper aujourd'hui avec toute l'impression 3D, voilà, les nouvelles machines-outils qui se développent. On a beaucoup de retard par rapport à l'Allemagne, l'Italie, ou par rapport à la Chine même, ou le Japon, ou les États-Unis, mais on peut, disons, par d'autres biais, en fait, s'investir dans ce marché-là aussi, qui sera un marché, si on a si on a une bataille contre la finance qui se gagne, alors on aura une croissance exponentielle de tout un tas de secteurs industriels dans le monde, parce que tout le monde voudra y aller, quoi. Donc on a un potentiel énorme, et c'est ça qu'il faut amener. Il ne faut pas être pessimiste avec cette question de la décroissance là qui vient des fois pourrir, on va dire, les débats. En fait, disons que l'intelligence humaine, elle a beaucoup de ressources, et il faut miser là-dessus. S'il y a bien un truc à retenir sur Friedrich List, c'est ça. C'est la bonté humaine, l'intelligence humaine. C'est les deux causes de la richesse, et il faut investir là-dedans. Donc voilà, je vais terminer là-desdessus, et je vous dis merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci de m'avoir suivi pendant ce direct, et continuez aussi à suivre mes vidéos, ma série vidéo. Si vous ne les avez pas vues, allez-y. On a encore des choses à dire, donc voilà. Merci à tous, et à bientôt. Voilà.